Bonsoir à tous, merci de suivre ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. On part pour les titres. Conseil des ministres ce mercredi, un des grands points abordés, la deuxième édition du Salon Africa Santé Expo 2019 en Côte d'Ivoire du 7 au 9 février. Il vise la sécurisation du marché pharmaceutique, médical et l'industrialisation pour améliorer l'accessibilité à des produits et à des soins de qualité. Un autre domaine important pour le bien-être des populations, le logement. L'opération de logements sociaux initiée par le gouvernement ivoirien va connaître un grand coup d'accélérateur avec notamment la sélection de nouveaux promoteurs immobiliers. CPI procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Qu'en est-il de leur détention après la décision de leur acquittement et de leur mise en liberté? L'avocate des victimes, maître Paulina Massida, s'est entretenue avec les autorités ivoiriennes et a apporté des précisions face à la presse. Et puis au Venezuela, le président du Parlement, l'opposant Juan Guaido, s'est autoproclamé président en exercice ce mercredi, qui marque le premier retour dans les rues des manifestants après les violentes mobilisations de 2017 qui avaient fait 125 morts. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce 23 janvier au Palais présidentiel. Au nombre des points abordés, la deuxième édition du Salon Africa Santé Expo 2019. Il va se tenir en Côte d'Ivoire du 7 au 9 février prochain. Jérôme Kofi Abola. L'organisation de la deuxième édition du Salon sur la santé dénommé Africa Santé Expo 2019 à la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres, en sa session de ce mercredi 23 janvier 2019, ne manque pas de communiquer sur cette rencontre prévue entre les 7 et 9 février à Abidjan. Il indique qu'un accent particulier va être mis sur l'engagement politique des ministres chargés de la santé au niveau régional. Cela à travers une déclaration dite « Déclaration d'Abidjan ». La déclaration d'Abidjan marquera la mise en place d'une plateforme collaborative réunissant les industriels, les professionnels de la santé et les experts en réglementation pour la promotion de partenariats dans des domaines de l'industrie afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Une autre rencontre, également objet d'une communication au cours de ce conseil. Il s'agit du lancement des consultations régionales sur la modernisation de l'administration publique. Les consultations régionales ont pour objectif de garantir les conditions sociopolitiques de succès du programme de modernisation de l'administration développé dans le document de stratégie de modernisation de l'administration en cours de finalisation. Ces consultations se dérouleront avec la participation et le soutien de l'administration territoriale qui assurera la conduite des travaux à travers les préfets de région. Au cours du point presse, à l'occasion de ce conseil, les journalistes se préoccupent d'une certaine pression de l'exécutif sur les magistrats. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, venu pour la circonstance, dit qu'il n'en est rien. Toutefois, il en appelle à la sérénité des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne vais pas tomber dans la polémique. Je voudrais au contraire appeler les magistrats à plus de sérénité, qu'ils soient au travail, qu'ils œuvrent, puisque la justice est rendue au nom du peuple, qu'ils œuvrent pour le peuple et qu'ils soient sereins. Le garde des Sceaux, dans ses propos, appuyé par le porte-parole du gouvernement qui, lui, rappelle l'attachement du président de la République, Alassane Ouattara, à la séparation des pouvoirs. Fondamentalement, le président de la République reste attaché au respect scrupuleux de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est véritablement le dogme de départ et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, véritablement, il ne peut pas y avoir de mélange ou d'interférence de quoi que ce soit de l'exécutif au niveau du pouvoir judiciaire. C'est ce que je voulais dire pour compléter l'intervention du ministre de la Justice. C'est avec les divers que le Conseil a refermé ses portes. Et à ce chapitre, la visite d'amitié et de travail du président togolais Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire, le lundi 28 janvier 2019, figure en bonne place.
Procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'avocate des victimes est en Côte d'Ivoire. Maître Paulina Massida s'est entretenue avec les autorités ivoiriennes et face à la presse, elle a apporté ce mercredi des précisions sur la détention des deux personnalités après la décision de leur acquittement et de leur mise en liberté. Moussa Konaté. L'avocate des victimes dans le procès de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé s'exprime sur les derniers développements de l'affaire. Face à la presse, Maître Paulina Massida apporte des précisions sur la décision de l'acquittement et la suspension de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La Chambre d'appel tiendra une audience le 1er février 2019 à 9h30 hors de La Haye pour entendre les derniers arguments de toutes les parties. La Chambre d'appel ne rendra pas sa décision à la dite audience. Je souhaite souligner que la Chambre d'appel se prononcera seulement sur la question de la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. En ce qui concerne la décision d'acquittement, il faudra attendre le dépôt par la Chambre de première instance de sa décision écrite motivée. Par la suite, l'accusation pourra déposer un appel à l'encontre de la décision d'acquittement. 729 victimes autorisées par les juges de la Cour pénale internationale ont pris part à la procédure. Selon la représentante des victimes dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les victimes déçues de la décision d'acquittement attendent que justice leur soit rendue. Les victimes ont contribué à la procédure en partageant et expliquant leurs souffrances et les nombreuses conséquences des crimes sur leur vie, leur famille et leur communauté. Conséquences qui ont encore des répercussions sérieuses dans leur quotidien. Les victimes que je représente restent confiantes de pouvoir poursuivre leur quête de justice devant la Cour pénale internationale. Le 15 janvier, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a prononcé l'acquittement et la mise en liberté des deux leaders politiques. Le lendemain, une demande de suspension de cette décision réclamée par l'accusation est rejetée. Le 18 janvier, la majorité des juges de la Chambre d'appel octroie la demande d'effet suspensif de la décision de libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le Salon international de la sécurité et de la défense Shield Africa 2019 s'est ouvert hier mardi à Abidjan. Pour ce deuxième jour, il a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Abou Sanogo nous propose un point de ce deuxième jour du Shield Africa 2019. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, à la 5e édition de Shield Africa 2019, le Salon international de la défense et de la sécurité intérieure, la plus grande exposition africaine pour la sécurité et la défense. Une plateforme de rencontre qui se présente comme le carrefour des technologies de sécurité. Elle offre une opportunité aux responsables africains, publics et privés, de rencontrer des industriels en vue de rechercher des solutions dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et aussi une occasion pour les participants de présenter au ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, leur matériel et montrer les technologies les plus récentes en matière de défense et de sécurité dans le domaine de la protection et le contrôle des frontières. C'est un salon où les exposants de premier plan sont présents, tous les pays sont représentés. Et il y a 14 délégations officielles, 75 délégations d'exposants et près de 150 sociétés qui sont présentes. Nous avons l'opportunité d'échanger et d'avoir des solutions qui sont en adéquation avec nos préoccupations et nos budgets. Le thème cette année, c'est la sécurité à nos frontières. Nos frontières sont poreuses, c'est la grande menace aujourd'hui, le terrorisme, etc. Nous avons aujourd'hui travaillé sur des solutions qui permettent d'assurer la libre circulation des personnes, mais de les garantir une sécurité sans faille. C'est important et je crois que si nos frontières sont sûres, nos territoires seront sûrs. À cette plateforme de rencontres spécialisées,
dans les questions de défense et de sécurité. 56 militaires issus de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale, dont 8 stagiaires de télépilotes de drones et 48 stagiaires en sécurité des systèmes d'information et cyberdéfense, ont reçu du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité leur diplôme de fin de formation. Dans le domaine des recettes publiques, la 5e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes a démarré ce matin à Abidjan. L'État attend des douanes ivoiriennes un peu plus de 1915 milliards de francs CFA cette année. Un objectif ambitieux mais pas impossible selon le directeur général des douanes, Lansine Bakayoko. En 2018, les douanes ivoiriennes ont recouvré 1747 milliards sur un objectif de 1813 milliards de francs CFA, soit un manque à gagner de 66 milliards. En cause, les restrictions liées à l'importation des véhicules de plus de 5 ans et l'exigence de certificats de conformité à l'embarquement. Malgré ces difficultés, d'importantes actions ont été menées sur les chantiers de la modernisation des douanes. Il s'agit notamment de la poursuite des mesures inscrites dans le cadre du processus de simplification des procédures, de facilitation des échanges et de lutte contre la fraude. Il s'agit également du renforcement de la dimension éthique en vue de promouvoir les valeurs morales qui fondent la déontologie des douanes. Sur cette question d'éthique, le gouvernement a créé un conseil de discipline sectorielle. Un dispositif d'autant nécessaire que pour l'exercice en cours, les prévisions de recettes à mobiliser s'élèvent à 1915 milliards de francs CFA, en augmentation de 7%. Un vrai challenge au regard du contexte. En effet, 2019 verra en plus de l'interdiction d'importation des véhicules de plus de 5 ans, l'application de certains engagements étatiques tels que les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne, l'application des mesures relatives à l'exigence de l'attestation de conformité avant embarquement et l'écotaxe. Des leviers existent pour surmonter ces défis. On peut citer la réorganisation du transit routier et des procédures au guichet unique automobile, la maîtrise des régimes suspensifs et du dédouanement des envois express. Nous allons faire le nécessaire pour mettre en place certains dispositifs techniques avancés pour nous permettre de mieux renforcer le contrôle là-dessus. Vous avez également souligné toutes les questions d'éthique. Je souhaiterais qu'on puisse faire le nécessaire pour que nous ayons une douane qui soit à la hauteur d'un pays qui est aujourd'hui pré-émergent et qui va être émergent à l'horizon 2020. Cette 5e semaine des douanes ivoiriennes prévue pour s'achever ce 25 janvier devrait aussi être l'occasion de créer une synergie d'action entre les collecteurs de l'argent public et les partenaires privés. Programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire, le ministre Bruno Nabagné-Koné annonce de nouveaux promoteurs immobiliers. Compte tenu des retards accusés, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme veut donner un grand coup d'accélérateur avec notamment la réalisation par l'État de sa part d'engagement vis-à-vis des souscripteurs. Cheikh Koné. Depuis son lancement en 2013, le programme présidentiel de construction des logements sociaux et économiques n'a pas produit les résultats escomptés. Sur 150 000 logements prévus d'ici à 2020, seulement 10 249 sont sortis des terres. Afin d'adresser les difficultés liées à ces retards, le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure à travers de nouvelles dispositions. Le recrutement de promoteurs immobiliers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements. Il s'agit de passer là aussi à une échelle beaucoup plus grande que celle que nous constatons aujourd'hui. Nous encourageons les promoteurs nationaux à s'allier à des promoteurs internationaux qui ont l'expertise, qui ont les capacités pour aller plus vite, plus fort. À cela, il faut ajouter la mise en œuvre de techniques innovantes de construction, la facilitation de l'accès au crédit à la fois pour les promoteurs et pour les acquéreurs. Pour Bruno Koné, il y a nécessité de redéfinir la politique du logement social en Côte d'Ivoire pour la prise en compte des réalités locales d'une part et la fixation d'un prix adapté d'autre part. Le principe est simple. Si vous voulez faire du logement social, il faut faire un logement adapté aux populations qui ont le moins de moyens. Et pour faire un logement qui est adapté à ces populations, il faut qu'il soit le moins cher possible. Et pour qu'il soit le moins cher possible, la solution, ce n'est pas un cahier de charges qui crée au contraire une inflation.
au niveau du coût du logement, y compris du logement social. Au niveau du développement des villes, il est prévu pour 2019 une restructuration des quartiers précaires à Abidjan où vivent plus d'1 million de personnes, a annoncé Bruno Nabagno-Koné. Pour ce qui est du cadre réglementaire des secteurs de la construction et de l'habitat, un projet de code en cours d'élaboration sera finalisé dans le courant du premier trimestre 2019. Ce code permettra de disposer d'un cadre réglementaire lisible et sécurisé. Et surtout, il évitera nombre de malentendus avec les usagers de nos services. Pour la mise en œuvre de tous ces chantiers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dit pouvoir compter sur l'efficacité de toutes ces structures sous tutelle. Ces logements seront construits par l'État en respectant les règles de l'urbanisme et les normes en vigueur en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas de bon nombre de constructions dans le pays. Le ministre de la Ville, Albert François Amichia, a visité certains sites à Bangerville et à Grand-Bassam. Les normes sont bien souvent foulées du pied, surtout pour les habitations construites sur l'emprise de l'autoroute de Grand-Bassam. Dans l'actualité politique, on s'intéresse aux contentieux électoraux à Port-Bouët et à Grand-Bassam. La Chambre administrative de la Cour suprême a tranché. Sylvestre Emou a été confirmé à Port-Bouët et à Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot. Herman Guivet. La Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé ce mercredi la victoire de Jean-Louis Moulot, candidat RHDP à l'élection municipale de Grand-Bassam. Une décision qui marque ainsi le rejet du recours porté par son adversaire, Ezali Georges Philippe. La Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est également prononcée sur le contentieux électoral du scrutin du 16 décembre, opposant Siandou Fofana à Emou Sylvestre, tranchant en faveur d'Emou Sylvestre, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Port-Bouët. Notons que les candidats Georges-Philippe Ezali et Siandou Fofana ne pourront pas faire appel de cette décision, vu qu'il n'existe aucune voie de recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire entre dans sa deuxième phase. Cet annuaire qui recense les femmes de différents secteurs d'activité vient promouvoir leur accès aux différentes sphères de décision, à l'amélioration de leur leadership également. Les femmes en milieu rural sont en pole position pour cette deuxième étape, financée à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Nous Sangaré et Franck Quadio. Fini la phase 1 du programme du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Une phase qui consistait à promouvoir l'accès des femmes aux différentes sphères de décision, mieux de contribuer à l'amélioration de leur leadership dans les affaires publiques et privées. Le compendium a bien travaillé. Quand on regarde les résultats que nous avons eus par secteur, au niveau des femmes qui ont eu des positionnements dans l'administration ou qui ont été élues parce que formées par le compendium, ce sont des résultats. Nous avons aussi des femmes qui ont eu des emplois, ne serait-ce que par le réseautage entre femmes du compendium. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'aujourd'hui, on est meilleur programme africain. Nous avons été meilleur programme de par nos stratégies au niveau du compendium qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. La deuxième phase du programme vise à préserver les acquis de la première phase, mais surtout à mettre un accent particulier sur les femmes du milieu rural. Dans cette deuxième phase, nous allons déployer toutes les stratégies concernant les femmes du milieu rural pour leur autonomisation et pour l'entrepreneuriat envers elles. Elles sont déjà des leaders dans leur domaine. Il suffit seulement de renforcer leur capacité, de les identifier et de les accompagner pour que, à toutes les étapes, au niveau de l'État, qu'on ait des leaders, des femmes leaders qui, avec les hommes, conduisent le développement. Selon Raymond Goudoukofi, ministre en charge de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, également membre du compendium, la mobilisation et l'identification des femmes a permis la mise en place d'un vivier de compétences féminines pour la Côte d'Ivoire. Concernant les ressources pour l'élaboration de la phase 2, le programme prévoit 5 milliards, dont 3 milliards à collecter auprès de l'État et 2 milliards auprès des différents partenaires. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien s'investit pour faire de l'égalité des sexes une réalité. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est mis en place pour traduire cette volonté du gouvernement en action concrète. 20h19, on se rend maintenant au Togo pour l'ouverture de la conférence internationale sur la mutualité. Un événement qui rassemble des représentants de gouvernements et aussi d'organisations de la société civile. Amadou Ouattara nous en dit davantage. Des représentants de 30 pays,
de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique, tous membres de l'Association internationale de la mutualité AIM, sont au Togo pour 2 jours de réflexion. Il s'agit pour eux d'harmoniser leur vision face aux défis qui s'opposent à l'arrimage des mutuelles de santé aux politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. S'associer librement pour faire face à des aléas de la vie qui dépassent les possibilités de la personne seule. Tout juste naissantes, ces sociétés de secours mutuels sont très vite considérées comme des réponses possibles aux besoins de protection face à la maladie et à la vieillesse. Placée sous le haut patronage de la présidence de la République togolaise, cette conférence internationale s'inscrit dans la poursuite de l'engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Je vous convie donc à pérenniser la mutualité dans nos pays afin de renforcer encore plus la cohésion et la solidarité. Après la cérémonie d'ouverture, la table ronde relative à l'engagement mutualiste a permis au ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale de présenter les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire. Le taux de mise en œuvre du règlement de l'UEMOA est estimé à 70% selon l'évaluation de l'UEMOA. La seule diligence en cours est la création du fonds de garantie. En vue de la mise en œuvre de la CMU, un atelier national sur l'articulation des mutuelles sociales avec les stratégies de mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire a été organisé du 25 au 27 mai 2016 à Abidjan avec toutes les parties prenantes. À l'issue des travaux, un document de consensus va constituer une feuille de route pour les mutualistes et le gouvernement favorables au succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. Ici en Côte d'Ivoire, le congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se prépare. Le parti mobilise les militants des différentes régions du pays en leur expliquant notamment les objectifs de ce congrès constitutif qui va se tenir le 26 janvier prochain. Des dockers de San Pedro et d'Abidjan, aux côtés de leurs parrains, les députés indépendants de Touba, Sako Mamadou, réaffirment leur adhésion et leur soutien au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Ils l'ont signifié au Palais de la Culture de Treichville par la voix de leur porte-parole, Kobena Carlos. En phase avec les dockers d'Abidjan et de San Pedro, Sako Mamadou les a assurés de sa disponibilité à rejoindre le RHDP. Est-ce que vous êtes d'accord pour notre adhésion RHDP unifiée? Dès cet instant, je vais appeler les autorités pour adhérer au RHDP unifié. Les dockers de San Pedro et d'Abidjan seront présents le 26 janvier prochain au congrès constitutif du RHDP. C'est l'espace Tchétchèn de Boisflé qui a abrité le meeting de clôture du pré-congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la région de la Maraoué. Devant plus de 4000 personnes, l'envoyé du RHDP a donné les raisons principales pour la mise en place de ce parti. Pour Amédée Kouakou, seul le rassemblement des Ivoiriens autour des idéaux de Félix Houphouët-Boigny peut garantir la paix, la stabilité et le développement en Côte d'Ivoire. Le 26, tous les partis politiques vont être ensemble. Et désormais, on va avoir un destin commun. On va vivre ensemble. Tu ne peux plus aller prendre de cartes de RDR, de cartes de UDPCI. C'est fini. Désormais, nous avons une seule carte qui est la carte des militants du RHDP. La population de la Maraoué attend beaucoup de ce nouveau parti. Le meeting a été précédé des conclusions des travaux du pré-congrès avec 500 participants. Pour le rendez-vous du 26 janvier prochain, la région de la Maraoué compte mobiliser 7000 participants. Les militants et sympathisants sont venus des 4 départements de la région du Cavali pour prendre part au pré-congrès du RHDP unifié. Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité d'organisation, a dans son adresse indiqué la nécessité d'aller au RHDP unifié. Ce sera l'occasion
Pour les Ivoiriens épris de paix, les Ivoiriens rassemblés au sein du RHDP pour démontrer à la Côte d'Ivoire et au monde que le RHDP, c'est la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Toute la nation aujourd'hui veut la paix. Et pour cela, nous devons nous rassembler au-delà de nos appartenances politiques, de nos divergences, et mettre que l'intérêt supérieur de la nation. Après les travaux en commission, la ministre Maria Toukoné, chef de délégation, a marqué sa satisfaction quant à la mobilisation des militants et sympathisants du futur parti unifié. Par tout ce que j'ai constaté, je peux dire haut et fort que le RHDP, c'est bel et bien la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée, la force d'une Côte d'Ivoire stable, la force d'une Côte d'Ivoire paisible, auquel adhère le Cavali. À Mans, c'est au lycée professionnel que se sont déroulés les travaux en commission du pré-congrès du RHDP unifié de la région du Tonkbi. Ensuite, c'est à la place de la mairie de Mans que les congressistes venus des départements de Mans, Danané, Zouaounié, Biankouma et Sipilou ont tenu le meeting de clôture. Les différents émissaires du futur parti unifié ont salué l'implication de tous les congressistes de la région du Tonkbi pour ce projet qui, selon eux, sera bénéfique pour l'ensemble des Ivoiriens. Le RHDP travaille à rassembler les enfants de Houphouët-Boigny, à rassembler la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'Houphouët a dit qu'il n'y a pas de préalable à la paix. Mais la paix est un préalable au développement. Il est temps de nous mettre ensemble pour donner une chance à notre pays. Une chance pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Une chance pour la paix. En attendant donc la grande messe du 26 janvier prochain à Abidjan, des motions de soutien et d'encouragement ont été adressées au directoire du RHDP unifié. Pari de la mobilisation réussie pour les sympathisants et militants du RHDP unifié de la région du Guémon. Pour la tenue du pré-congrès, la salle de spectacle de la mission catholique de Diokwe a refusé du monde. Venus des départements de Diokwe, Bangolo, Fakobli et Kubli, ces militants sont venus marquer leur adhésion à la création du futur parti. Mamadou Sanogo, président du pré-congrès régional du Guémon, prend acte de cette belle mobilisation. La mobilisation m'a impressionné. Beaucoup de choses sont dites de manière erronée sur le Guémon. Nous venons de voir que le Guémon est plutôt mobilisé pour le RHDP. Nous venons de voir que dans le Guémon, il y a une intégration. Nous avons vu toutes les couches. Une sorte de brassage. Et c'est là au but de lendemain, en tout cas rassurant. Nous devons prôner l'humilité et la rigueur pour éviter les écueils pour le futur. En retour, les militants et sympathisants promettent maintenir le cap jusqu'au 26 janvier prochain et même au-delà. Au Venezuela, le président du Parlement, l'opposant Juan Guaidó, s'est autoproclamé président en exercice du pays. Dans une motion, le Parlement estime que Maduro, réélu l'été dernier au terme d'un scrutin boycotté par les principales forces de l'opposition, est un usurpateur. Quand la Cour suprême, de son côté, favorable au régime, a jugé mardi que le Parlement ne devait pas reconnaître Guaidó comme son président et demander au service du procureur de l'État d'ouvrir une enquête sur lui. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu conteste sa défaite et s'est déclaré seul président légitime. Il continue d'affirmer qu'il ne laissera pas voler sa victoire. Ahmed Traoré et Aboulaye Koné. S'il se dit déçu par la volte-face de la communauté internationale, Martin Fayulu refuse de s'avouer vaincu. À défaut de soutien diplomatique, l'opposant compte désormais sur la rue. Et si ses partisans étaient moins nombreux qu'attendu lors de son meeting avorté de lundi, un meeting dispersé par la police, il n'en dit pas davantage sur son calendrier d'action, mais se dit confiant en sa capacité de mobilisation. En attendant, et malgré la main tendue adressée par Félix Tshisekedi et les appels au rassemblement, le candidat malheureux exclut de participer à un gouvernement d'union.
Les recherches entamées pour retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala ont duré 15 heures et couvert près de 3000 km². Elles avaient été interrompues mardi au coucher du soleil, reportant de plusieurs heures les chances de détecter tout signe de vie. Le monomoteur Piper PA46 Malibu, emprunté par le joueur de 28 ans, effectuait le trajet Nantes-Cardiff avant de disparaître des écrans radars. Les recherches ont repris ce mercredi. Par ailleurs, des médias argentés ont révélé un message du joueur confiant ses craintes avant de monter dans l'appareil. Donald Trump a remporté une victoire judiciaire dans le bras de fer qui l'oppose aux tribunaux fédéraux sur le recrutement des militaires transgenres au sein de l'armée américaine. Alors qu'il souhaite l'interdire, sa décision avait été bloquée par plusieurs tribunaux. La Cour suprême a tranché mardi et elle donne raison au président américain. Pour rappel, l'armée américaine était autorisée depuis le 1er janvier 2018 à recruter des soldats transgenres grâce à une initiative du président Barack Obama. Cette décision de la Cour suprême y met un terme, du moins temporairement, le temps que de nouveaux recours judiciaires soient engagés. Merci à tous de votre attention. Retrouvez l'actualité sur les www.rti.ci. Bonne fin de soirée et à demain 20h sur RTI 1.